Les titres: libération des 38 journalistes occidentaux, dont 17 Français qui avaient disparu près de Bassora depuis dimanche dernier. Dans ce journal, le témoignage de l'un d'entre eux, Hervé Brusini, d'Antenne 2. Tous les journalistes étrangers ayant été expulsés d'Irak, impossible de vérifier les rumeurs, faisant état de tirs à l'artillerie lourde sur les insurgés de Bassora, voire de l'utilisation de l'arme chimique. Scène dramatique sur le quai de Brindisi en Italie, où près de 20 000 réfugiés albanais sont arrivés depuis maintenant une semaine. Enfin, une bonne nouvelle venue de Séville cet après-midi. Marie-Pierre Duros, vous voyez, championne du monde du 3000 mètres en salle, et peut-être une autre médaille d'or ce soir, tout à l'heure, avec Martine Evan-Gépé aux 60 mètres haies. La course en direct vers 20h35. Madame, Monsieur, bonsoir. Les 38 journalistes occidentaux libérés par l'Irak sont donc arrivés en Jordanie en tout début d'après-midi. Parmi eux, 17 journalistes français et une équipe d'Antenne 2 qui devraient regagner Paris dans la nuit à bord d'un avion militaire. Patricia Coste et Jean-François Hoffmann sont allés à leur rencontre à la frontière jordano-irakienne. Salut les mecs, tu vas bien? Ouais, ça va? Ça va, ouais. Pas trop dur? Oui, je sais bien. Ah, ma première impression, c'est que je suis très heureux de voir une équipe d'Antenne 2, d'être libre et de pouvoir faire ce qu'on veut sans qu'il y ait des gens avec plein de kalachnikov autour de nous. Il y a beaucoup de monde. Il y en a trop? Non, one minute. Il y en a trop de monde? Non, c'est impressionnant. Vous passez de... Et toi, ta première impression? Très content. Ouais. Très content de vous retrouver. Et puis, parler français et pas de me faire braquer tous les jours. Ah Très ouais. content. Ouais. Ça, c'est le principal. La plus grande peur qu'on a eue, c'est qu'on a été arrêté. Bon, après, ça a été bon, ça s'est bien passé, quoi. On a vu les autorités. Mais la première peur, c'est vraiment qu'on a été arrêté. On met un pistolet sur la tempe et qu'on dit bon, on vous prend tout, bagnole, tout. Ah bah moi je suis content d'être là, hein, ça c'est sûr. Mais bon, c'était une expérience, hein, c'était une expérience. Non, pas dur, enfin, c'était pas agréable. On était traités comme l'armée irakienne, ce qui n'est pas forcément des conditions agréables dans un pays qui est dans une situation de pseudo-guerre civile. On ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. Hein. On vous emmène dans la salle, faut pas. On a été traité aux conditions de l'armée irakienne. Bon, c'est vrai que l'armée irakienne aujourd'hui, c'est dur. Hein. Mais ils mangent pas toujours à leur faim, en Scodé? Ils mangent des dattes. Vous avez mangé des dattes? Des dattes, du pain. Nous, on a mangé 2 fois du poulet. Parce que dans l'armée, visiblement, ils ont un peu de poulet. Oui. Le plus dur, j'allais dire, c'était l'eau. Ah oui. Parce qu'ils ont visiblement pas beaucoup d'eau, quoi. Ils n'ont pas d'eau potable. L'équipe de TF1 qui pose pour la photo, celle de la 5 juste derrière, les journalistes de l'événement du jeudi, de Libération, Radio Monte Carlo, les photographes de Reuters, Odyssée et d'autres agences, soit 17 Français, plus 11 Américains, 3 Italiens, des Britanniques, Espagnols, Brésiliens, etc. Bien contents de rentrer chez eux. Voilà, nous serons ce soir un petit peu nombrilistes, je suppose que vous le comprendrez, avec bien sûr une pensée toute particulière pour Hervé Brusini, Gilles Trenel, Joël Gauthier et Franck Brisset. Hervé, vous êtes en direct avec nous d'Amman, vous nous entendez? Oui, tout à fait. Bonsoir, Bruno. Nous sommes très heureux de vous revoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette expérience, comme disait Gilles Trenel, votre arrestation, les conditions de détention? Écoutez, d'abord, on se souviendra longtemps de ce soldat américain qui nous a dit, au dernier contrôle américain, allez-y, la route de Bassora, voilà, c'est en face, c'est libre, allez-y. On se souviendra longtemps ensuite des soldats irakiens qu'on a croisés, qui étaient tous désemparés, hagards, et qui nous ont laissé croire que, effectivement, la route était libre. En fait, on se souviendra aussi longtemps de cette colonne de chars que nous avons croisée et qui appartenait très certainement à la garde républicaine. Et là, nous avons vu des hommes de troupes qui, dès qu'ils nous ont repérés, ont sauté sur leurs kalachnikovs, leurs armes de poing, et puis nous ont littéralement braqués, comme on dit. Et là, on nous a intimé l'ordre de nous taire d'emblée. Nous avions les armes dans le dos, certains sur la tempe, et puis on a fait quelques mètres et il y a eu une grande peur. Et alors à ce moment-là, nous avons vu arriver des officiers qui ont repris en main leurs hommes de troupes et on s'est rendu compte qu'il existait quand même encore une armée irakienne, une vraie chaîne de commandement. Et nous avons tout de suite été conduits dans l'université de Bassora. Nous avons subi là un grand discours politique d'un commissaire politique lui aussi du parti basse irakien qui nous a parlé de l'alternative à Saddam Hussein alors même que dans la voiture l'officier irakien qui nous amenait lui disait Saddam c'est terminé. Mais enfin il nous amenait quand même aux officiels, aux gens du parti. Hervé, est-ce que vous avez eu un moment ou un autre l'angoisse de rester là-bas des jours voire des mois comme c'est arrivé à certains confrères?
Écoutez, on s'est rendu compte que les gens, les Irakiens qui nous détenaient, étaient effectivement, on était un gros colis encombrant. Et on était très encombrant surtout parce que nous avions été les témoins d'une guerre civile, d'une rébellion, vraiment d'une insurrection très dure, avec des orques de Staline, avec de la canonnade, avec des chars d'assaut qui étaient tous pointés sur Bassora. Et ça, je pense que ça gênait beaucoup les autorités irakiennes. Et nous avons été ensuite transportés dans plusieurs endroits qui peuvent nous laisser penser, du fait de nos allers-retours et du fait d'atermoiements, je dirais, de la part des autorités, qu'on ne savait pas très bien comment se débarrasser de nous, entre guillemets. Donc, quel était l'état d'esprit de vos gardiens? Est-ce qu'ils étaient toujours dans une foi inébranlable pour Saddam Hussein, selon vous, selon ce que vous avez pu... Non, absolument pas. On a pu discuter avec eux. C'était ça d'ailleurs la singularité de cette détention, si j'ose dire. C'est qu'on avait des gens, par exemple un colonel qui était pilote de MiG-24, qui lui nous disait ce serait bien si après je peux faire un certain nombre d'affaires commerciales avec un certain nombre de pays que vous représentez, qui faisaient passer des messages. Après, il y avait un capitaine qui lui était entraîneur d'une équipe de football irakienne et qui nous a dit que dans 3 jours, lui, il était au Koweït. Ensuite, il y a eu un autre qui nous a dit moi, je crois en Saddam Hussein, c'est évident que c'est lui l'homme fort du pays. Ensuite, il y en a eu encore un autre qui lui était un major de la garde républicaine, auquel nous demandions mais vous, alors qu'est-ce que vous allez faire? Et lui, il nous a dit de toute façon, moi, je reste le chef des barbares ici. Donc voilà, nous avions une sorte de panorama, vous voyez, d'éventail complet de gens qui représentaient un petit peu l'état d'esprit d'un pays qui est en très fort déséquilibre. Merci Hervé, nous aurons bien sûr l'occasion, je suppose, dès demain, de revenir en détail sur cette aventure. Je voudrais dire que nous sommes bien évidemment extrêmement contents de vous voir, apparemment en bonne forme. Vous savez que nous avons été très inquiets, nous nous sommes fait un sang d'encre. Claude Claret, c'est tout à fait sérieux, n'a pratiquement pas dormi pendant 5 nuits. Alors pour se venger, je vous signale qu'il a décidé que cette semaine irakienne serait retenue sur vos vacances. Je plaisante, bien sûr. Je le sais bien. C'est une très bonne décision. Voilà, bon, vous approuvez la décision de Claude Claret, vous avez entièrement raison. Comme toujours. À très bientôt. Au revoir Hervé. Au revoir. À Téhéran, pour revenir à la suite de l'information dans cette région très troublée, à Téhéran, le Conseil suprême de la sécurité nationale, la plus haute instance politique iranienne, a mis en garde tout à fait officiellement les dirigeants de Bagdad contre, je cite, la répression et le massacre du peuple irakien. Tous les journalistes étant désormais expulsés, ce pays est plongé dans une sorte de huis clos, propice bien sûr au développement de toutes les rumeurs, même les plus folles. Si l'on en croit des opposants au régime irakien réfugiés à Téhéran, les troupes fidèles à Saddam Hussein ont bombardé les insurgés de Bassora à l'artillerie lourde et selon le New York Times, Bagdad aurait utilisé l'arme chimique contre des opposants, ce qui a entraîné une sévère mise en garde du chef de la diplomatie américaine. Le point avec Bernard Lebrun. Ce grand hôtel de Beyrouth abritera lundi le premier congrès général de l'opposition irakienne et voici le témoignage de l'un de ses participants, le chrétien irakien Yacoub Youssef. لا زالت الأمور غير مستقرة، لا زالت الجماهير مستمرة في الانتفاضة على الرغم من تحقيق أحيانا مكاسب إلى هذا الجانب أو إلى ذاك الجانب الآخر لكنها غير مستقرة لحد الآن. Aux dernières nouvelles, de sources chiites et kurdes, iraniennes et syriennes, la rébellion des villes du sud et du nord ne cesse de s'étendre. Et il en ressort plus l'impression d'un important soulèvement populaire plutôt qu'une tentative isolée de minorités religieuses ou ethniques. Lâché par l'Iran, contraint d'utiliser l'élite de son armée pour contenir cette révolte, Saddam Hussein serait aussi menacé de trahison par son entourage immédiat, selon le département d'État américain. Et cet entourage, ce sont essentiellement des militaires. Au sommet, mais plus grave encore, sur le terrain où des divisions entières de sources kurdes auraient fraternisé avec les rebelles. Le retour des soldats démobilisés et des prisonniers libérés pourrait amplifier le phénomène. De toutes parts, les mises en garde affluent sur Bagdad, surtout en cas d'utilisation d'artillerie lourde ou pire, d'armes chimiques contre les populations civiles, de Syrie, mais aussi de l'Iran et enfin des États-Unis par la voix de James Baker. Les rares témoignages parvenus en Occident parlent tous
de terribles répressions. Et pourtant, ce matin encore, alors qu'on disait Bassora sous contrôle de la garde républicaine, la radio d'État de cette ville était entre les mains des opposants. Après avoir longuement rencontré le roi Fahd d'Arabie, le chef de la diplomatie américaine, James Baker, s'est entretenu aujourd'hui avec l'émir du Koweït, toujours en exil à Taïf, en Arabie. Juste avant ce tête-à-tête, le cheikh Jaber s'est engagé à introduire très rapidement, a-t-il dit, des réformes démocratiques dans son émirat. James Baker est arrivé en fin d'après-midi à Koweït City, où nous retrouvons notre envoyé spécial Jérôme Bonny. Dans le balai permanent des hélicoptères au-dessus de Koweït City, dans ce secteur sous haute surveillance qui résonne encore la nuit des pétarades lointaines des quartiers palestiniens, James Baker, répondant à la chaleureuse invitation du prince héritier koweïtien, ne vient pas seulement en libérateur. 8 jours après la victoire éclair de ses troupes, il vient aussi affirmer la présence américaine dans la région et faire part à son hôte, Sherzad, des souhaits de la Maison Blanche, notamment des élections libres au Koweït. Je peux vous dire que cette politique viendra bientôt. Je ne vais pas fixer une date maintenant. Il faut d'abord que les choses se calment ici. Il faut restaurer la sécurité et la stabilité pour les habitants du pays. Dans une pièce voisine, dans cette résidence provisoire de Sherzad, Suzanne Baker écoute les récits de Koweïtiennes restées dans la ville occupée. Après 2 heures d'entretien qui ont porté aussi sur les problèmes de reconstruction et de sécurité dans la région, le chef de la diplomatie américaine repart pour Riyad, Le Caire et Damas, capitale des pays arabes ayant participé à la coalition. Il doit aussi faire halte à Tel Aviv. En fait, James Baker veut profiter de ce qu'il appelle une nouvelle dynamique créée dans la région par la guerre du Golfe pour mettre en œuvre ce que le président Bush présente maintenant comme une priorité, un plan de paix entre Israël et les pays arabes. Après avoir fait spectaculairement la preuve de l'efficacité entre guillemets de son matériel durant la guerre du Golfe, l'industrie américaine de l'armement remplit maintenant ses carnets de commandes. D'après le Financial Times, le Congrès, le Parlement américain, a été informé de propositions de vente d'armes aux pays alliés de cette région du Golfe pour un montant d'environ 90 milliards de francs. Pendant les ventes d'armes, les rapatriements continuent. L'avant-garde des quelques 540 000 GI se déployés dans le Golfe est de retour au pays. Tous ces soldats sont accueillis comme des héros. Reportage en Virginie de l'un de nos envoyés spéciaux aux États-Unis, Jean-Marc Idouz. Encore quelques interminables minutes et la guerre sera bien finie. À la base aérienne de Langley en Virginie, 7 mois d'attente, 7 semaines d'angoisse donnent à tous ceux qui rentrent d'Arabie l'étoffe de héros. Je suis très fier de mon fils et de tous ses copains, vraiment content de les voir rentrer au pays. Vous attendez quelqu'un? Oui, mon fils. Il a quel âge? Comment? 35 ans. Et je peux vous dire que depuis 7 mois, il nous a vraiment manqué. Lui ne sourit pas. Non, il n'attend personne, mais il est venu quand même. C'est un ancien du Vietnam. Lui, personne ne l'attendait à son retour de Saigon. Il dit simplement, savoir qu'on l'a gagné, ça fait du bien. 55 000 hommes sont morts au Vietnam, moins de 300 pour gagner la guerre du Golfe. Ça fait du bien. J'arrive à peine à y croire. On en a rêvé des millions de fois et maintenant c'est pour de vrai, on est chez nous. Je crois qu'on repart du bon pied, beaucoup plus fort qu'avant avec nos alliés. Vous croyez qu'on peut aussi vaincre la récession? Bien sûr, on a battu Saddam, on battra la récession. Voilà, tout est bien qui finit bien. Et en même temps que ses fils, l'Amérique victorieuse retrouve tout d'un coup sa foi en elle-même. La guerre du Golfe n'aura pas été un nouveau Vietnam. Le président Bush plane dans les sondages et prédit que la récession sera courte. Pourquoi pas?
Aujourd'hui, en tout cas, l'Amérique ne doute pas qu'il saura faire encore un nouveau miracle. Plus discrètement, sans doute, les premiers militaires français appartenant à l'armée de terre reviennent eux aussi au pays. Reportage de notre correspondante dans l'Est, Martine Fricht. Accueil en fanfare la nuit dernière pour les premiers fantassins de la division Daguet à remettre les pieds sur le sol français. Il n'était encore que 27 à regagner leur base sur les 400 soldats du 1er régiment d'infanterie de Sarrebourg à être partis dans le Golfe. Mais leur retour faisait véritablement figure de symbole hier soir. Visiblement fatigués mais souriants, à leur arrivée, les 27 hommes ont eu à attendre encore quelques longues minutes avant de retrouver leur famille, le temps de recevoir les hommages des officiels. Quant à la guerre, ils semblent en garder presque un bon souvenir. C'était vraiment l'inconnu, je ne savais pas du tout ce que j'allais découvrir. Et puis, non, ça s'est très bien passé, pas de problème. Ça n'a pas été une promenade de plaisir pour la division Daguet. Enfin, oui, ça s'est bien passé. Vous aviez eu peur? Non, pas du tout. Toi de quoi? Après la fanfare et les honneurs, c'est enfin au tour des familles de retrouver les leurs. Larmes de joie et grandes embrassades pour tous. Pour eux, tout est bien qui finit bien. Aujourd'hui, les premiers fantassins à avoir foulé le sol de l'Arabie Saoudite en septembre dernier sont rentrés. Les autres regagneront leur base par vagues successives dans les semaines à venir. À Belgrade, en Yougoslavie, un policier et un jeune manifestant ont été tués lors d'affrontements qui ont fait également plusieurs dizaines de blessés de part et d'autre. Cette manifestation était organisée par l'opposition serbe pour protester contre la partialité des médias contrôlés par les communistes. Commentaire Olivier Lerner. La partialité des médias yougoslaves déchaîne les passions du public. Ces 30 000 manifestants non communistes vont s'enflammer sans prévenir et enfoncer un cordon de police pourtant réputé solide. Bilan, 2 morts, un dans chaque camp, un policier et un manifestant. Du haut d'une tribune improvisée, on s'arrache les micros et l'on donne aux dirigeants de la télévision yougoslave un délai de 3 heures pour démissionner. Mais des coups de feu sont tirés. Des engins blindés et des camions à eau interviennent. Les policiers à pied portent tous leur masque à gaz. Dans le centre de la capitale yougoslave, les dégâts sont très importants. La télévision yougoslave a sans doute tourné et diffusé ces images pour prouver son impartialité. Mieux vaut tard que jamais. Apparemment, aggravation de la situation sur place, car un correspondant de l'AFP présent sur place signale que plusieurs dizaines de chars et de blindés ont pris position tout à l'heure dans le centre de Belgrade. Les Italiens ne savent plus comment faire face à l'afflux de réfugiés venus d'Albanie par bateau. On estime leur nombre à 20 000 depuis une semaine. La situation est telle sur les quais de Brindisi que plusieurs centaines de réfugiés sont remontés à bord d'un bateau pour demander à repartir vers l'Albanie. Commentaire Anne Poncinet. Sur le quai, cet homme répète que lui, il ne veut pas rester ici, qu'il est simplement venu chercher son fils, qui a pris le bateau tout seul, comme un grand, vers l'Eldorado. Est-ce qu'il l'a retrouvé? Non. Une histoire à peine croyable, et pourtant, il semble bien que dans la folie de cet exode, des enfants aient fait la traversée tout seuls. Pour le moment, à Brindisi, on souffle. Pas de nouveaux bateaux aujourd'hui, les 2 derniers, arrivés cette nuit, apportaient une surprise. Ces soldats albanais, débarquant avec leurs armes, eux qui étaient justement chargés d'empêcher leurs compatriotes de fuir par le port de Durrës. Cette fois, les autorités italiennes ont mis en œuvre les grands moyens. 2 navires font blocus au large en mer Adriatique, mais ce soir, des rumeurs annoncent encore un cargo avec 2000 personnes à bord. Depuis hier, une noria de bus évacue peu à peu les 19 700 réfugiés vers des logements provisoires, campings ou hangars. Une trentaine d'écoles ont également été réquisitionnées. Mais un tiers, à peu près, a encore passé la nuit dehors, sous les bâches en plastique blanc qui jonchent maintenant les quais. Une nuit troublée par l'explosion d'une bombe artisanale, un acte encore inexpliqué. Dans l'ensemble, les médecins jugent alarmant l'état sanitaire des réfugiés.
Devant l'urgence de la situation, le ministre de la Protection civile est devenu Monsieur Réfugié. Il a annoncé aujourd'hui une coopération économique avec l'Albanie pour tenter d'endiguer l'exode. Sur ce point, l'avenir reste incertain. Mais en attendant, aujourd'hui, une bonne nouvelle est arrivée au port de Split, en Yougoslavie. Ce bateau, avec 25 réfugiés à bord, qu'on croyait perdu en mer depuis 2 jours. Nouvelle scène de violence en Afrique du Sud où au moins 12 personnes ont été tuées dans un ghetto noir de la banlieue de Johannesburg à la suite d'affrontements entre factions noires rivales. Thierry. Ils sont tous armés. Nous sommes à Alexandra, ghetto noir proche de la banlieue nord de Johannesburg. Régulièrement, Zulu, partisan du mouvement conservateur de l'Inkatha, et Xhosas, défenseur de l'ANC, Congrès national africain, le parti de Nelson Mandela, s'affrontent. Aujourd'hui, le sang a encore coulé dans les ruelles du bidonville, 4 victimes au moins, 3 frappées à mort et une qui aurait subi le supplice du collier, un pneu enflammé avec de l'essence. Une vingtaine d'autres personnes auraient été blessées dans ces heurts qui ont opposé 500 Zoulous à 300 Xhosas. Pour mettre fin à ces tueries, la police et l'armée ont cerné le ghetto. Chaque cabanon de tôle aurait été fouillé pour découvrir suspects et caches d'armes. Hier, dans la province du Natal, c'était un prêtre venu prêcher la paix qui était frappé à mort à coups de machette. Pourtant, dans cette même province du Natal, un accord a été signé en février dernier entre les 2 groupes ennemis. Malgré cette promesse de paix, au Natal, comme dans les ghettos noirs de Johannesburg, des heurts sporadiques opposent toujours Zoulous et Xhosas. Depuis 5 ans, ces affrontements entre factions noires rivales auraient fait 5000 victimes. Ouverture à Paris du Congrès international d'éthique médicale. Dans son discours d'ouverture, Claude Évin a soulevé un problème extrêmement délicat, celui de la procréation en prison grâce au procédé de l'insémination artificielle. Le ministre de la Santé a déclaré ne pas comprendre que la justice se défausse sur les médecins. Le point de ce dossier avec Henri Elie. En fait, ce n'est pas la première fois que les autorités de l'administration pénitentiaire se voient confrontées à un tel problème. Déjà en 87, plusieurs détenus avaient demandé très officiellement le droit à la procréation avec leur épouse ou leur compagne. En pratique et selon la technique de fécondation in vitro ou d'insémination artificielle, un détenu obtiendrait donc l'autorisation soit de donner du sperme conservé ensuite par congélation, soit d'être autorisé sous escorte à se rendre dans un centre spécialisé dans le cadre d'une hospitalisation de jour. Pour le ministre de la Santé, on ne peut d'un côté interdire cette procréation en prison alors que le mariage, lui, y est autorisé. Mais certains médecins balayent cette logique en quelque sorte ministérielle en prétextant qu'il serait curieux de la permettre à certains hommes sans se soucier des femmes également détenues qui souhaiteraient être inséminées pour devenir mère en prison. De toute façon, si l'on autorise définitivement ce droit à la procréation des détenus, restent entiers 2 problèmes majeurs. Celui de l'équilibre psychologique des enfants, insignés de père ou de mère en prison, et celui, plus simplement, de la sexualité en milieu carcéral. Bison Futé ne s'y était pas trompé. Ce samedi 9 mars a été passablement agité sur les routes alpines où les derniers vacanciers de la zone B reprenaient tristement le chemin de leur domicile. Reportage Françoise Vallée et Jean-Pascal Bublex. Ça fait 1h30 pour faire 2 km. Faut pas trop se plaindre, quoi. Ça peut aller, heureusement qu'il fait beau. Le samedi est décidément un jour maudit pour la circulation en Rhône-Alpes, même pour ceux qui peuvent partir hors période de vacances scolaires. Beaucoup d'automobilistes, notamment de la région parisienne, ont pris la route des stations aujourd'hui. Ils n'ont pas écouté les conseils de Bison Futé, ils sont partis trop tard et se sont retrouvés dans les zones sensibles tous en même temps. La circulation était très difficile dans la vallée de la Tarentaise. Cet après-midi, il fallait 4 heures pour parcourir les 35 km qui relient Montmélian à Albertville. On était partis justement hors vacances scolaires pour aller avoir la paix, tranquille, et puis voilà, ça bouchonne. Depuis Lyon, nous avons mis 5 heures. Vous êtes là depuis longtemps? Autre difficulté majeure, le tunnel de Chamois sur l'A40 et l'accès à la vallée de l'Oisan au sud de Grenoble. Dans l'ensemble, les retours se sont un peu mieux passés. Beaucoup de vacanciers ont quitté les stations hier soir en raison du mauvais temps. Si tout va bien, pour ceux qui ont quitté la Savoie, cette année, c'était le dernier bouchon. Dernier tout simplement parce que Jeux Olympiques obligent, toute l'infrastructure routière devrait être revue.
Ave César, ceux qui vont mourir de peur te saluent. Tous les nominés vont trembler tout à l'heure dans leurs belles robes et dans leur smoking de location. La 16e nuit des Césars sera retransmise sur Antenne 2 dans quelques minutes en direct du Théâtre des Champs-Élysées. Notre grand reporter, Nicole Cornu-Langlois, n'a pas hésité un instant à traverser l'avenue Montaigne malgré la circulation. Nous la retrouvons tout de suite en compagnie de Jean-Loup Dabadi, président, faut-il le préciser, de l'Académie des Arts et Techniques du cinéma. Ah oui, alors justement, Jean-Loup Dabadi, que signifie ce titre? Ce titre, vous l'avez vu, ma chère Nicole, ne nous empêche pas, comme dit Bruno, d'avoir des difficultés à traverser l'avenue Montaigne. Oui. Ce titre, ce n'est pas un titre, c'est comme un capitaine d'équipe, un frère qui se dévoue pour appeler les uns les autres. Oui. Dans une soirée comme celle-ci, ce qui est important, c'est cette fête, cette folie qu'il y a ce soir. Oui, on l'entend d'ailleurs. Autour des Césars, dans la rue, dans ce merveilleux Théâtre des Champs-Élysées. Oui. Et c'est très important que ce soit une belle fête du cinéma français, parce qu'il y a très longtemps que le cinéma français n'avait pas eu, comme on dit, une cuvée, cuvée comme celle de 90 qui est extraordinaire, car 10 des plus grands succès en France du cinéma ont été l'an dernier des films français. Oui, donc cette fois c'est une victoire internationale, puisqu'on entend parler par exemple de fameux Cyrano de Bergerac aux États-Unis et partout. De Nikita aussi, et puis de films à budget plus modeste, mais qui sont également de grands films, comme Le Petit Criminel de Doyon, comme La Discrète. On est évidemment très très heureux tous d'être là. L'année de Cyrano, l'année de Nikita, l'année de La Discrète, l'année d'Uranus. Enfin, c'est une belle année pour le cinéma français. Alors vous avez connu ce genre de soirée, mais en tant que nominé. Oui. Et alors vous, le grand scénariste, non, César, pas? J'ai été nommé, pas nominé, ma chère Nicole. Un dialoguiste comme vous doit relever. Plusieurs fois, je n'ai jamais eu encore de César, mais enfin la vie commence. Et ce soir, je vais trembler pour mes amis qui sont nombreux dans la salle. Bien, alors ce soir, eh bien, il y aura des hommages, à des personnes disparues, mais il y aura aussi des moments très drôles avec les inconnus, par exemple. Et puis, la présidente d'honneur, Sophia Loren, va recevoir un César d'honneur. Voilà. Et vous, qu'attendez-vous de cette soirée? Eh bien, que ça continue à être la fête, le rire, les cris, comme on a depuis 1 heure ou 2 ici, et que le cinéma continue à créer ce genre de fête avec beaucoup de gens. Et voilà, ça c'est très très bien. Nicole, ça commence bien. Oui. Nous sommes contents d'avoir vu Monsieur et Madame Rouzy, mais si vous êtes aussi long, nous aurons beaucoup de retard dans le programme et la cérémonie aura d'autant plus de retard. Merci, mon camarade Dabadi. Cette cérémonie sera également l'occasion d'encourager ceux qui se battent pour la création ou la rénovation des salles de cinéma dans des zones bien peu favorisées. Le réalisateur Roman Polanski remettra un chèque aux responsables de la 1000e salle de cinéma rénovée en France, et cela dans une petite ville du Pas-de-Calais, Hénin-Beaumont, qui n'avait plus de salle de cinéma depuis 5 ans. Le cinéma français semble d'ailleurs sortir d'une longue convalescence. Pour la première fois depuis 8 ans, la fréquentation des salles obscures s'est améliorée l'an dernier avec une augmentation d'1 million de spectateurs par rapport à 89. Le ministre de la Culture, Jack Lang, précise ses projets pour développer encore le 7e art. Je crois pouvoir dire, sans cocorico, que notre cinéma national est plutôt en bonne santé. Quand je compare avec les pays voisins d'Europe, où le cinéma malheureusement souffre de beaucoup de difficultés, la France offre l'exemple d'être aujourd'hui le 2e pays cinématographique du monde après les États-Unis. Et les indicateurs sont positifs. En particulier, c'est une annonce que nous faisons aujourd'hui, la fréquentation en 1990 a augmenté d'1 million de spectateurs. Le nombre de films tournés a lui aussi augmenté. Nous sommes passés à près de 150 films produits. Et puis, phénomène tout à fait réjouissant, qui témoigne de la relève des générations, du rajeunissement constant de notre cinéma, 30 premiers films ont été produits l'an dernier. Aujourd'hui, et ce soir d'ailleurs, on va fêter la 1000e salle de cinéma rénovée ou construite dans des villages, dans des communes de banlieue, dans des zones de montagne. Et aujourd'hui, notre parc de salles est resté à peu près le même. Il est important, environ 4500 salles, mais dans l'intervalle, il s'est modernisé. 1000 salles sont en Dolby avec le meilleur son, le confort s'améliore. Simplement, j'espère qu'un jour, les professionnels du cinéma réussiront à se mettre d'accord pour proposer au public une carte orange, je veux dire une carte unique d'accès aux salles de cinéma.
Parmi les nominés ou les nommés, comme voudrait dans la catégorie première œuvre de fiction, un film tunisien, L'Enfant des terrasses, qui vient d'être présenté au festival de Ouagadougou. Nos envoyés spéciaux, Jean-Jacques Dufour et Roger Chiron, ont rencontré la nouvelle vague du cinéma tunisien, deux réalisateurs qui sont sur la liste rouge des intégristes musulmans, dans un pays où cinéma et politique ne font pas toujours bon ménage. À Ouaga, l'hôtel Indépendance, c'est le quartier général des festivaliers. Nous y avons retrouvé deux cinéastes tunisiens, Nouri Bouzid et son copain Farid Boukdir. Leur cinéma, ils le définissent comme celui de la défaite, l'humiliation, la blessure du monde arabe, toujours réouverte par des guerres contre l'Occident. Ils veulent la guérir en levant le voile sur les tares de leur société. C'est un cinéma qui essaie de mettre à nu les vraies causes de la décadence que nous vivons dans le monde arabe. Moi, je suis contre l'idée de dire l'ennemi est toujours dehors. La démocratie s'apprend dès l'enfance, dans la famille. Et ça, nous ne l'avons pas vécu. Nous sommes encore tiraillés entre une sorte de, si vous voulez, moyen-âgisme islamiste et un modernisme occidental. Le dernier film de Nouri, Les sabots en or, a été interdit pendant 1 an en Tunisie. C'est son histoire, celle d'un intellectuel de gauche incarcéré entre 73 et 79 et torturé. C'est également un réquisitoire contre l'intégrisme. À partir du moment où on veut utiliser l'islam comme moteur pour des solutions politiques, tout ça c'est des calculs de chefs politiques, à mon avis véreux, qui ne cherchent pas à régler les problèmes, mais cherchent à arriver au pouvoir. Moi je suis très optimiste. Et lui, il vit beaucoup les choses douloureusement, tragiquement. Et je crois les deux sont complémentaires peut-être. On a à apprendre l'un de l'autre, parce qu'on travaille aussi un peu ensemble. Le sujet du film de Farid Boukdir, la sensualité. Le corps de la femme maghrébine vu à travers le regard d'un adolescent qui s'éveille au désir. Nominé au César. Le cinéma qu'on fait, il serait mauvais s'il n'était pas audacieux, tu vois. C'est parce qu'il est audacieux que, d'une part, les gens conservateurs ou les intégristes l'attaquent, mais en même temps, c'est parce qu'il est audacieux que la population qui a besoin d'un air de liberté lui fait un triomphe absolu. Aujourd'hui, l'inquiétude majeure de ces deux cinéastes, les répercussions que pourrait avoir sur la création la récente guerre du Golfe. Le danger, un repli sur soi du monde arabe. Et là, c'est évidemment très dangereux, parce que dans le monde actuel, nous devons dialoguer tout le temps avec toutes les civilisations. Et donc, pour nous, cinéastes, ça pourrait être très dangereux qu'on nous dise « Ah non, à partir de maintenant, on ne dialogue plus d'ouverture, et on ne va pas se remettre à filmer que des trucs médiévaux en costume du Moyen-Âge. Enfin, ça ne nous intéresse pas du tout. » Farid et Nouri se veulent les enfants du grand cinéaste égyptien Youssef Chahine. Lui n'aura jamais de César pour la bonne et simple raison qu'il a abandonné le cinéma depuis bien longtemps. Le héros des tricheurs ou encore de Babette s'en va en guerre s'est réfugié dans sa vocation première, la peinture et la céramique. Jacques Charrier, vous l'aviez deviné bien sûr, expose à Paris une trentaine de pastels, compositions mécaniques imaginaires. Très pudique, l'ancien mari de Bébé ne veut pas parler de ses tableaux. Mes œuvres, dit-il, sont mes phrases. Suivez le guide, Gérard Dalmas, les images sont signées Michel Levasseur. Du doigt, de l'œil, du souffle. Il ne triche plus, Jacques Charrier. Charrier le pastelliste. D'ailleurs, il n'a jamais triché, même dans les tricheurs de carnet. En 1958, dans ce film phare de la nouvelle vague, Jacques avait déjà le visage intériorisé, le regard de ceux qui sont gênés par les projecteurs du spectacle. À 29 ans, après une douzaine de rôles vedettes, avec ou sans Brigitte, Jacques envoie la caméra par-dessus les moulins, ou plutôt se place derrière comme producteur. Mais le bonheur attendait ailleurs, et d'ailleurs pas très loin. Il suffisait que Jacques Charrier se souvienne de ses peaux d'âne des Beaux-Arts avant le théâtre. Il suffisait de revenir aux toutes premières amours, le pastel et ses 1650 nuances, l'art de colorer à sec, disait Léonard de Vinci.
Pièces aiguës, morceaux fluo, mécaniques de mécaniques imaginaires, prisonnières de la liberté sur fond de néant. Tout devrait grincer, tout s'harmonise, tout aboutit à l'émotion. C'est une nouvelle écriture de forme et de couleurs. À 54 ans, Jacques Charrier renaît. Il devient Charrier tout court car il a su regagner la pénombre pour mieux travailler la lumière. Bizarre, plusieurs pharmacies de Séville, en Espagne, où se déroulent actuellement, comme vous le savez, les championnats du monde d'athlétisme en salle. Ces pharmacies donc ont épuisé leur stock d'un stéroïde anabolisant, le même qui avait provoqué la disqualification de Ben Johnson aux Jeux Olympiques de Séoul. Avec Dominique Leglou, résumé des épreuves du jour, avec bien sûr la médaille d'or obtenue par Marie-Pierre Duros aux 3000 mètres. L'après-midi avait bien commencé pour les Français. Pourtant, Philippe Touré, à gauche de l'écran, avait fort à faire dans sa demi-finale du 60 mètres au haies face à McCoy, le Canadien, et Kazanov, le Soviétique. Il n'est pas encore assez sûr de lui pour éviter un regard sur sa gauche, qui va lui coûter quelques dixièmes de seconde. Il termine 3e, mais se qualifie pour la finale. On attendait Marie-Pierre Duros sur 3000 mètres. Elle sortait d'un succès dimanche dernier au championnat de France de cross-country. On espérait bien qu'elle pourrait accrocher une médaille. Mais quelle surprise de l'avoir résisté au retour de la Roumaine, Margarita Kezeg. Marie-Pierre avait établi une tactique très simple en tête du début à la fin de la course. Une idée têtue, une idée de Bretonne, née à Saint-Brieuc il y a 23 ans. Marie-Pierre est championne du monde d'athlétisme en salle, la première médaille. Et quelle médaille pour les Français à Séville. Dans quelques instants, il y aura peut-être une deuxième, voire une deuxième et une troisième médaille. Anne Picrot, à droite, terminant deuxième de sa demi-finale du 60 mètres haies. Elle sera donc en finale, en compagnie de Monique Evangépé, la championne d'Europe de Split, qui a facilement, elle, dominé l'autre demi-finale en s'imposant aisément en 7 secondes 90 centièmes. Voilà, alors je vous propose de retrouver tout de suite Bernard Montel en direct de Séville pour cette fameuse finale du 60 mètres haies. Bernard ? Tout à fait, Bruno Mazur, Patrick Montel, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est Monique Evangépé. Elle est au couloir numéro 5 et nous la suivrons dans son face-à-face avec Ludmila Narojilenko. La soviétique est au couloir numéro 3. A noter que Anne Picrot, l'autre française, est au couloir numéro 3. Attention, c'est parti avec Monique Evangépé qui est bien parti. Anne Picrot, superbe aussi, Narojilenko. Monique Evangépé ou Narojilenko. Ah, je crois que c'est Narojilenko. Alors qu'Anne Picrot est tombée sur la piste. J'ai bien l'impression que c'est Narojilenko, Bernard, qui est venu souffler la médaille d'or à Monique Evangépé. Oui, il faut attendre le ralenti, c'est très difficile. Cette jeune fille avait fait 7,82. Le record de France est la meilleure performance mondiale de la saison. Je crois, elle est heureuse, Narojilenko, elle pense avoir gagné. Mais peut-être y aura-t-il un esthétique aussi pour Anne Picrot qui est tombée simplement après l'arrivée. Donc malheureusement, peut-être qu'une seule médaille pour ces championnats du monde pour Marie-Pierre et pas forcément pour Monique Evangépé. Ce qu'il faut dire sur ce ralenti, c'est que Monique Evangépé, qui est excellente sur 100 mètres haies, avait été battue à 4 reprises en salle par Narojilenko. Ce n'est donc pas une déception. Elle aura en tout cas l'occasion de se reprendre à Tokyo, alors qu'Anne Picrot doit, à mon avis, laisser échapper la médaille de bronze, mais vraiment de rien. Voilà, un mot tout de même de l'exploit du pilote français Jean Alesi sur Ferrari qui a causé une véritable surprise et une bonne surprise lors des premiers essais officiels du Grand Prix de Formule 1 des États-Unis qui se courra demain soir. Et cela en réalisant le meilleur temps des essais, donc des premiers essais, devant le Brésilien Ayrton Senna qui est tout de même champion du monde en titre. Rapidement, le tiercé, combinaison gagnante du tiercé disputé à Évry cet après-midi. 4, 12, 18 dans l'ordre pour 6 francs, 3000 francs et quelques, dans un ordre différent un petit peu plus de 600 francs. Le quartet plus, vous ajoutez le 13, ce qui vous donne pour 8 francs dans l'ordre, 18 308 francs et dans un ordre différent, 1422 francs. Vers 23h15, après les Césars, la Cléopâtre de la rédaction, Claire Chazal. Bonne fête aux Françoises. Dans quelques instants, la météo en compagnie de Laurent Cabrol. Excellente soirée sur Antenne 2, bien sûr. Dum 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 dum
Ah, les hôtels Climat, si vous trouvez mieux, réveillez-moi. Climat de France, 150 hôtels-restaurants. C'est délicieux. Remarquable. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Cette femme, non. C'est pas elle qui a fait le gâteau Délifrance. Ce qu'elle a fait, c'est de le sortir du congélateur, c'est tout. De toute façon, si j'avais dit que c'était du surgelé, on ne m'aurait pas cru, alors... Délifrance, c'est moi qui l'ai fait. Le chauffage électrique, c'est 5 principes fondamentaux et indissociables. Programmation, isolation, régulation, convecteur, aération. Ce n'est vraiment pas sorcier à comprendre. Le chauffage électrique, entre nous, il a tellement d'avantages. What? You cannot be serious, you jerk! L'eau, l'air, la vie. Ça vous plairait de passer la soirée avec un super conquérant? Super conquérant. Pour votre assurance auto, découvrez les prix GMF Assurance. Bénéficiez du dépannage gratuit, même devant chez vous. Disposez gratuitement d'une voiture de remplacement. Demandez un devis gratuit et sans engagement. Téléphonez tout de suite au 0510 0510 pour profiter de l'assurance auto intégrale de GMF Assurance. 0510 0510 tout de suite. Prévoir et trouver le bon équilibre entre le risque et le rendement, c'est la logique du monde financier. Moi, je veux choisir les meilleurs placements. Aujourd'hui, le Crédit Foncier me propose une nouvelle forme d'obligation à rendre trimestriel fixe. Alors, j'investis. Le Crédit Foncier lance un emprunt obligataire à rendre trimestriel fixe sur 10 ans. Taux de rendement actuariel, 9,27%. Chaque obligation de 5 250 francs à l'origine donne droit à un versement trimestriel de 200 francs, comprenant intérêt et remboursement du capital. Soyez les premiers à en profiter. 43 minutes, 10 secondes. Madame, monsieur, bonsoir. Nous allons changer de régime. Nous étions sur des flux de sud. Maintenant, nous allons avoir des flux d'ouest. Voilà, c'est terminé. Oui, nous retournons à une sorte de tradition. Effectivement, Michel Verne, nous retrouvons une tradition qui est tout à fait dans la norme de ce que nous avons l'habitude de vous présenter. Des perturbations qui arrivent sur l'Atlantique et qui traversent la France d'ouest en est. Alors, attention, la pluie et la neige, surtout la neige qui est tombée ces jours derniers, est très instable. Demain, vous aurez envie de skier car il va faire beau dans les Alpes. Attention, risque d'avalanche maximum, c'est ce que vient de nous dire Météo France. Regardons ensemble la situation à travers d'abord cette magnifique image de l'hémisphère nord. Vous voyez ici, voici le flux de sud qui était il y a quelques jours ici, ensuite il s'est promené par là, et maintenant il se décale de plus en plus vers l'Europe de l'Est. On n'en parle plus, ce qui va nous concerner dans les jours à venir, c'est d'abord cette petite perturbation, ensuite ce second front, ensuite celui-ci qui est beaucoup plus sérieux, et au fur et à mesure, ces fronts vont traverser la France, bien sûr d'ouest en est, comme je l'indiquais, et ce sont ces masses nuageuses qui apporteront de la pluie à partir de mardi, mercredi. Nous n'en sommes pas là. Pour demain, c'est une journée relativement agréable. La voici, ah non, c'est vrai d'un peu plus près, pardon, vous constatez avec moi que
cette masse nuageuse s'échappe, et voici celle qui va nous concerner demain, et qui en fait va simplement effleurer les côtes atlantiques. Pardon d'avoir oublié cette très très belle image, l'image de l'Europe d'un peu plus près. Voici maintenant la carte du temps. Alors, il fera beau là où il ne faisait pas beau aujourd'hui, c'est-à-dire sur le flanc est du pays, excepté la Corse où il y aura encore quelques orages. Et puis nous aurons alors un ciel qui sera difficile à définir sur les régions du sud-ouest, des Midi-Pyrénées jusqu'en Limousin. Pourquoi? Parce que là, il devrait y avoir quelques gouttes de pluie dans la matinée et quelques éclaircies l'après-midi. Peut-être aussi des gouttes de pluie dans la matinée sur le Nord-Pas-de-Calais jusqu'en région parisienne, mais là encore les éclaircies vont réapparaître. En revanche, les éclaircies seront plus laborieuses sur la Bretagne, la Normandie, les Pays de Loire jusqu'aux régions du centre en descendant sur Poitou, Charente, Vendée. Mais cette poche d'air humide, puisque vous avez vu la perturbation qui est actuellement au large, elle va arriver, elle va commencer à circuler comme cela, eh bien elle ne sera pas bien longue puisque derrière les éclaircies apparaissent. Alors bon, disons que grosso modo, compte tenu quand même d'une petite baisse du thermomètre, on aura l'impression qu'il fera un petit peu moins beau, ou qu'il fera un petit peu moins beau que ces jours derniers. Voici les températures pour demain matin. Vous voyez qu'elles fraîchissent entre 4 et 8, 9 degrés sur l'ensemble de la France. Pour l'après-midi, des valeurs qui vont osciller entre 12 degrés, oui, entre 12 et 18 degrés. Nous restons au-dessus des normales saisonnières, mais c'est un petit peu plus frais qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faisait 15 à Paris, avant-hier, il faisait 17, avant-hier, 19 et 20. Regardez, nous chutons, mais en dépit de l'arrivée de vent d'ouest, nous devrions conserver des températures relativement agréables pour la saison. Donc pour la semaine qui vient, mais nous verrons cela un peu plus en détail demain, pour la semaine qui vient, le thermomètre ne devrait pas changer par rapport à ce que vous venez de voir. Alors, puisque ce soir, ce sont les Césars, on va certainement se faire de gros bisous au Théâtre des Champs-Élysées. Eh bien moi, je vous propose un gros bisou entre deux éléphants. Comme la scène est suffisamment rare, nous avons commencé par la filmer au ralenti, et ensuite en réel. Deux petits éléphantos, hein. C'est toi ma petite folie, toi ma petite folie, mon petit grain quel de bisou. fantaisie. Et voilà le vrai, à vitesse normale. Ça suffit, écoutez, en mettre un carré blanc, ça suffit comme ça. Donc demain nous fêterons les Viviens et les Anastasie avec un soleil qui va se lever à 7h17. Gros bisous à vous tous et puis à demain matin. Au revoir. Un grand morceau, mais avec 4 fois moins de calories. Je vais me gêner, tiens. Qu'est-ce que c'est bon? Normal, mon chou, c'est Saint-Hubert 41. Oui, je sais, ma chérie. Saint-Hubert 41, c'est meilleur. Ben oui, c'est meilleur parce que c'est léger, mon amour. T'es gentille, mais léger, ça veut pas dire meilleur. Comment ça, léger, ça veut pas dire meilleur? Meilleur, meilleur. Moi, je dis meilleur comme bon. Et moi, un meilleur comme léger? Josiane, Saint-Hubert 41, c'est meilleur comme bon. Comme léger? Bon. Léger! Bon. Bon ou léger, Saint-Hubert 41, c'est meilleur. Et ben voilà. Le meilleur est dans Saint-Hubert. 23 heures, 15 minutes, 10 secondes. 23 heures, 15 minutes, 20 secondes. What? You cannot be serious, you jerk! Heures, 15 minutes, 40 secondes. L'eau, l'air, la vie. Kinder Country pour toi. Après l'effort, le réconfort. Depuis quand les gourmandises? Depuis Kinder Country. Orge, riz, maïs, froment et beaucoup de lait. La nature et l'énergie sont dans Kinder Country. Kinder Country pour toi. Kinder Country, et c'est la forme. Prévoir et trouver le bon équilibre entre le risque et le rendement, c'est la logique du monde financier. Moi, je veux choisir les meilleurs placements. Aujourd'hui, le Crédit Foncier me propose une nouvelle forme d'obligation à rente trimestrielle fixe. Alors, j'investis. Le Crédit Foncier lance un emprunt obligataire à rente trimestrielle fixe sur 10 ans. Taux de rendement actuariel, 9,27%. Chaque obligation de 5 250 francs à l'origine donne droit à un versement trimestriel de 200 francs, comprenant intérêt et remboursement du capital.
Soyez les premiers à en profiter. Quatrième stop. Sera exactement Résultat du loto pour ce samedi soir, voici les chiffres qu'il fallait jouer lors du premier tirage. Le 6, le 21, le 27, le 37, le 38, le 42, numéro complémentaire le 1. Deuxième tirage du loto, le 3. Hergé, flic pudique au grand cœur, va traquer trafiquants et dealers pour venir en aide à un ami. C'est mon enquête, c'est pas la tienne. On change pas l'homme qui gagne. Hergé, c'est Victor Lanoux, dans Simon mène l'enquête, dimanche 20h50 sur Antenne 2. Alors avant de rejoindre Claire Chazal qui nous attend pour le dernier journal, je voulais vous signaler que ce lundi, à partir de 20h40, François-Henri de Virieu recevra Monsieur Michel Delbarre, ministre de la Ville. Alors, aménagement des banlieues, insécurité, problèmes de logement, intégration, enfin vous pourrez poser toutes vos questions avant et pendant l'émission. Il suffit de taper sur votre Minitel le 3615, code A2, rubrique Heure de vérité. Après le dernier journal, c'est Médecins de nuit et tout de suite Claire Chazal. Bonsoir, les 38 journalistes occidentaux dont nous étions sans nouvelles depuis dimanche ont été libérés par l'Irak. Ils sont arrivés en Jordanie. Selon leur premier témoignage, de très violents combats ont eu lieu à Bassora. À Belgrade, de violentes manifestations anticommunistes ont fait pour le moment 2 morts et plusieurs blessés. Les chars et les blindés ont pris position dans la capitale. Et puis c'était ce soir la 16e cérémonie des Césars du cinéma français qui vient d'être retransmise en direct sur Antenne 2 avec un triomphe fait à Cyrano de Bergerac qui reçoit 10 Césars. Voilà les principaux titres de cette édition et d'abord la libération des 38 journalistes occidentaux qui avaient disparu depuis dimanche dernier alors qu'ils tentaient de gagner Bassora dans le sud de l'Irak. Les journalistes ont été libérés par l'Irak, ils sont arrivés sous l'égide de la Croix-Rouge en Jordanie. Parmi eux, 17 Français dont l'équipe d'Antenne 2. Nos envoyés spéciaux Patricia Coste et Jean-François Hoffmann ont pu aller à leur rencontre à la frontière entre l'Irak et la Jordanie. Voici leur reportage. Salut les mecs, tu vas bien? Ouais, ça va? Ça va, ouais. Pas trop dur? Oui, je sais bien. Ah, ma première impression, c'est que je suis très heureux de voir une équipe d'Antenne 2, d'être libre et de pouvoir faire ce qu'on veut sans qu'il y ait des gens avec plein de kalachnikov autour de nous. Il y a beaucoup de monde. Il y en a trop de monde? Non, c'est impressionnant. Vous passez de... Et toi, ta première impression? Très content. Très content de vous retrouver. Parler français et pas me faire braquer tous les jours. Ah très ouais. content. Ça, c'est le principal. La plus grande peur qu'on a eue, c'est qu'on a été arrêté. Bon, après, ça a été bon. Ça s'est bien passé, quoi. On a vu les autorités. Mais la première peur, c'est vraiment qu'on a été arrêté. On met un pistolet sur la tempe et qu'on dit bon, on vous prend tout, bagnole, tout. Ah bah moi je suis content d'être là, hein, ça c'est sûr. Mais bon, c'était une expérience, hein, une expérience. Non, pas dur. Enfin, c'était pas agréable. On était traités comme l'armée irakienne, ce qui n'est pas forcément des conditions agréables dans un pays qui est dans une situation de pseudo-guerre civile. On ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. Hein. On a été traité aux conditions de l'armée irakienne. Bon, c'est vrai que l'armée irakienne aujourd'hui, c'est dur. Hein. Mais ils mangent pas toujours à leur pain, en Srodé? Ils mangent des dattes. Vous avez mangé des dattes? Des dattes, du pain. Nous, on a mangé 2 fois du poulet. Parce que dans l'armée, visiblement, ils ont un peu de poulet. Ouais. Le plus dur, j'allais dire, c'était l'eau. Ah oui. Parce qu'ils ont visiblement pas beaucoup d'eau, quoi. Ils n'ont pas d'eau potable. L'équipe de TF1 qui pose pour la photo, celle de la 5 juste derrière, les journalistes de l'événement du jeudi, de Libération, Radio Monte Carlo, les photographes de Reuters, Odyssée et d'autres agences, soit 17 Français, plus 11 Américains, 3 Italiens, des Britanniques, Espagnols, Brésiliens, etc. Bien contents de rentrer chez eux. Vous venez de le voir, l'équipe d'Antenne 2 composée d'Hervé Brusini, Gilles Trenel, Franck Brisset et Joël Gauthier a donc pu rejoindre Amman et elle est attendue dans la nuit à Paris. Les journalistes semblent en assez bonne santé. Ils disent donc avoir été plutôt bien traités par les Irakiens. Dans le journal de 20h de Bruno Mazur, nous avons pu écouter en direct les premiers récits de la captivité de nos journalistes et c'est Hervé Brusini qui raconte ce qu'il a pu voir et entendre lorsqu'il était détenu à Bassora avec ses confrères. Une ville en proie à des affrontements entre les troupes fidèles à Saddam Hussein et les rebelles chiites. 22 minutes.
40 secondes. Nous l'écoutons. Nous écouterons dans un instant sans doute le reportage et le témoignage d'Hervé Brusini. Nous venons de le voir avec ses premiers témoignages et le reportage de Patricia Coste. L'Irak vit toujours une situation très troublée. La révolte chiite continue apparemment de s'étendre dans le sud du pays, mais aussi dans le Kurdistan et dans les environs immédiats de Bagdad. L'armée de Saddam Hussein met, semble-t-il, tout en œuvre pour réprimer la rébellion. Selon l'opposition islamiste, les soldats irakiens utiliseraient même des armes chimiques contre les insurgés. L'Iran et les États-Unis ont mis en garde l'Irak contre l'emploi de ces armes. Poursuite de la mission diplomatique de James Baker au Moyen-Orient, après s'être rendu en Arabie Saoudite, où il a notamment rencontré l'émir Jaber, réfugié à Taïf. Le secrétaire d'État américain s'est rendu au Koweït. Il a visité l'émirat dévasté et il s'est entretenu avec le prince héritier et Premier ministre. Au centre des entretiens, la proposition de George Bush pour le règlement du conflit israélo-palestinien. Sur place, pour Antenne 2, Jérôme Bonny et Roger Motte. Dans le balai permanent des hélicoptères au-dessus de Koweït City, dans ce secteur sous haute surveillance qui résonne encore la nuit des pétarades lointaines des quartiers palestiniens, James Baker, répondant à la chaleureuse invitation du prince héritier koweïtien, ne vient pas seulement en libérateur. 8 jours après la victoire éclair de ses troupes, il vient aussi affirmer la présence américaine dans la région et faire part à son hôte, Sherzad, des souhaits de la Maison-Blanche, notamment des élections libres au Koweït. Je peux vous dire que cette politique viendra bientôt. Je ne vais pas fixer une date maintenant. Il faut d'abord que les choses se calment ici. Il faut restaurer la sécurité et la stabilité pour les habitants du pays. Dans une pièce voisine, dans cette résidence provisoire de Sherzad, Suzanne Baker écoute les récits de Koweïtiennes restées dans la ville occupée. Après 2 heures d'entretien qui ont porté aussi sur les problèmes de reconstruction et de sécurité dans la région, le chef de la diplomatie américaine repart pour Riyad, Le Caire et Damas, capitale des pays arabes ayant participé à la coalition. Il doit aussi faire halte à Tel Aviv. En fait, James Baker veut profiter de ce qu'il appelle une nouvelle dynamique créée dans la région par la guerre du Golfe pour mettre en œuvre ce que le président Bush présente maintenant comme une priorité, un plan de paix entre Israël et les pays arabes. Et M. Baker doit ensuite se rendre en Égypte, en Syrie et en Israël. Tout de suite, nous allons pouvoir vous faire entendre le témoignage de notre confrère d'Antenne 2, Hervé Brusini, qui raconte donc ce qu'il a vu et entendu lorsqu'il était retenu par les Irakiens dans la ville de Bassora. D'abord, on se souviendra longtemps de ce soldat américain qui nous a dit, au dernier contrôle américain, allez-y, la route de Bassora, voilà, c'est en face, c'est libre, allez-y. On se souviendra longtemps ensuite des soldats irakiens qu'on a croisés, qui étaient tous désemparés, hagards, et qui nous ont laissé croire que, effectivement, la route était libre. En fait, on se souviendra aussi longtemps de cette colonne de chars que nous avons croisée et qui appartenait très certainement à la garde républicaine. Et là, nous avons vu des hommes de troupes qui, dès qu'ils nous ont repérés, ont sauté sur leurs kalachnikovs, leurs armes de poing, et puis nous ont littéralement braqués, comme on dit. Et là, on nous a intimé l'ordre de nous taire d'emblée. Nous avions les armes dans le dos, certains sur la tempe, et puis on a fait quelques mètres et il y a eu une grande peur. Et alors à ce moment-là, nous avons vu arriver des officiers qui ont repris en main leurs hommes de troupes et on s'est rendu compte qu'il existait quand même encore une armée irakienne, une vraie chaîne de commandement. Et nous avons tout de suite été conduits dans l'université de Bassora. Nous avons subi là un grand discours politique d'un commissaire politique lui aussi du parti basse irakien qui nous a parlé de l'alternative à Saddam Hussein, alors même que dans la voiture, l'officier irakien qui nous amenait lui disait Saddam c'est terminé. Mais enfin il nous amenait quand même aux officiels, aux gens du parti. Hervé, est-ce que vous avez eu un moment ou un autre l'angoisse de rester là-bas des jours, voire des mois, comme c'est arrivé à certains confrères ? Écoutez, on s'est rendu compte que les gens, les Irakiens qui nous détenaient, on était un gros colis encombrant.
Et on était très encombrants surtout parce que nous avions été les témoins d'une guerre civile, d'une rébellion, vraiment d'une insurrection très dure, avec des orgues de Staline, avec de la canonnade, avec des chars d'assaut qui étaient tous pointés sur Bassora. Et ça, je pense que ça gênait beaucoup les autorités irakiennes. Et nous avons été ensuite transportés dans plusieurs endroits qui peuvent nous laisser penser, du fait de nos allers-retours et du fait d'atermoiements, je dirais, de la part des autorités, qu'on ne savait pas très bien comment se débarrasser de nous, entre guillemets. Les retours des forces alliées qui étaient basées dans le Golfe ont commencé. Les 27 premiers fantassins français qui étaient partis en Arabie Saoudite sont arrivés, vous le voyez, à la caserne Rabier du 1er régiment d'infanterie à Sarrebourg, en Moselle. Ils ont d'abord reçu les félicitations des autorités militaires, puis ils ont pu retrouver et embrasser leur famille. Fin de cette page consacrée au Golfe. L'actualité à l'étranger, c'est aussi les violences à Belgrade, en Yougoslavie. De très nombreux manifestants sont descendus dans les rues pour protester contre la mainmise du pouvoir sur les médias. Les affrontements avec la police ont fait déjà 2 morts et plusieurs blessés. L'armée a même commencé à déployer ses chars dans la capitale. Le leader du mouvement serbe pour le renouveau, un mouvement d'opposition, a été arrêté. Valérie Gaget. Les blindés de l'armée yougoslave sont entrés dans Belgrade. Ce soir à 20 h, plusieurs centaines de chars ont pris position dans les grandes artères de la ville. Une manifestation de force destinée à mettre un terme aux émeutes particulièrement violentes qui ont secoué Belgrade aujourd'hui. Tout a commencé par une manifestation contre la partialité des médias, organisée par les 2 principaux partis d'opposition de la République de Serbie. 30 000 personnes, des opposants au communisme, forcent un barrage de police. Armés de pierres, de gourdins, ils attaquent le ministère des Affaires étrangères, incendient des voitures, brisent les vitrines. Le bilan officiel des affrontements avec la police est ce soir de 2 morts et 76 blessés. Slobodan Milosevic, le président de Serbie, a dénoncé à la télévision les forces de la folie et du chaos. Il indique que les autorités utiliseront tous les moyens constitutionnels pour mettre fin aux émeutes qui ont ravagé le centre de Belgrade. On apprend ce soir que le chef du mouvement serbe pour le renouveau, un des partis qui organisait la manifestation, a été arrêté. On semble s'acheminer vers l'adoption de mesures d'urgence. En Albanie, c'est toujours l'exode pour des milliers de personnes qui tentent de fuir le régime communiste. Près de 20 000 réfugiés sont arrivés en Italie, notamment dans le port de Brindisi, mais dans des conditions de très grande détresse. Pour le moment, le gouvernement italien tente d'héberger ces exilés, mais ne souhaite garder à terme que les réfugiés politiques. Côté albanais, l'armée a évacué par la force les candidats à l'immigration dans le port de Durrës, faisant au moins 10 blessés. Anne Ponsinet. Sei venuto lasciando tua moglie lì? Uno figlio e benvenuti in Italia. Non so. Ah, sei venuto a cercare tuo figlio? Sì, io cercare figlio mio. E non l'hai trovato? No. E ora vuoi tornare a casa? Sì, casa, di tornare in Albania. Se figlio mio no, lui c'è tanto. Pardon pour cet incident technique, le son de ce sujet ne nous parvenant pas, nous essaierons de vous le diffuser un petit peu plus tard. Pour le moment, les informations en provenance d'Afrique du Sud où des violences ont également eu lieu entre des fractions rivales noires. Ces fractions se sont affrontées, cela se passait dans le quartier nord de Johannesburg. Les combats entre partisans de l'ANC et les Zoulous de l'Inkatha dans le ghetto noir ont fait 12 morts. Michel Rocard est arrivé aujourd'hui aux États-Unis pour une visite de 3 jours. Le Premier ministre sera reçu lundi à la Maison-Blanche par George Bush, quelques jours donc avant la rencontre entre François Mitterrand et le président américain prévu pour le 14 mars à la Martinique. Et puis une page de sport maintenant avec Dominique Leglou. D'abord les championnats du monde d'athlétisme qui se déroulaient à Séville. Oui, et puis de bonnes performances françaises, puisque 3 médailles pour les Français, l'or pour Marie-Pierre Duros. Alors j'en connais du côté de Plounévequin, Tain, Plouguernevel, Rostronin, je ne sais pas si vous savez où c'est exactement. C'est dans les Côtes d'Armor, on disait Chalice, les Côtes du Nord. L'argent pour Monique Evangépé et le bronze pour Ferenc Salbert. Une très bonne journée, peut-être pas tout à fait pour Monique Evangépé qui, elle, est déçue, battue de 2 centièmes. Elle vise à l'heure. Alors tout de suite, direction Séville, en images. Une soviétique entre 2 françaises en finale du 60 mètres haies. Narosilenko coincée entre Anne Picrot et Monique Evangépé. Une soviétique toujours très à l'aise en salle. Une soviétique qui n'a pas bien accepté sa défaite de Split cet été au championnat d'Europe sur 100 mètres haies. Une soviétique qui prend une magnifique revanche sur Monique Evangépé. 7 secondes, 88 centièmes pour Narosilenko, 7,90 pour Monique Evangépé. Monique a compris, ça se voit sur son visage.
Elle est battue d'un rien, mais elle n'est pas championne du monde en salle. En revanche, pas besoin d'explication. Marie-Pierre, elle, a le sourire du succès. Marie-Pierre Duros, 23 ans, championne du monde du 3000 mètres. Marie-Pierre qui au passage améliore le record de France en 8 minutes 50 secondes et 69 centièmes. Depuis sa victoire au championnat de France de cross-country, on la savait en forme. Ce matin, elle confie à Patrick Montel qu'elle croyait en ses chances. Alors, elle n'a laissé à personne le soin de mener la course. En tête du début à la fin. Une grande performance pour la native de Saint-Brieuc. Un nouveau visage de l'athlétisme français au micro de Patrick Montel après la victoire. Ouais, c'est un peu une surprise du fait que j'ai jamais fait grand chose en grand championnat. Enfin, je me savais en très grande forme et en fait je crois que je voulais gagner et bon, ça a bien marché. La troisième médaille française, elle nous vient de l'Est. Il s'appelle Ferenc Salber, il est d'origine hongroise, il a vécu des années noires sur le plan personnel comme sur le plan sportif, il a tenu. Voici une bien belle récompense pour lui, médaille de bronze avec 5,70 m. Dans une épreuve dominée encore une fois par Sergueï Bubka, l'intouchable soviétique, vainqueur avec 6 mètres, toujours un très grand monsieur de l'athlétisme. 23h33. Dominique, il y avait également des résultats de football. Oui, c'était la Coupe de France, 32e de finale, et c'était la journée de la Division 2, puisque 5 clubs de Division 1 sont tombés face à des adversaires présumés inférieurs. Les panneaux tout de suite. Le résultat et les surprises, Caen, Bordeaux, Rennes et Lyon sortis. Très difficile pour Bordeaux compte tenu de tout ce qui se passe actuellement dans le club. Deuxième panneau, surprise aussi avec la défaite de Nice face à Dijon, 3-1. Le Red Star est battu à Tours. Face à Tours, pardon. Troisième panneau, résultat logique. 3 matchs nuls, mais Guignon se qualifie au tir au but, 7 tirs au but à 6. Laval fait exactement la même chose, 5 tirs au but à 4. Et Fécamp face à Amiens, 5 pénaltys à 3. Voilà, et enfin c'est demain le premier Grand Prix de la saison qui se déroule à Phoenix. C'est ça, aux États-Unis. Alors jusqu'à cette dernière séance d'essai, c'est Jean Alési qui avait fait le meilleur chrono. Mais cet après-midi, les choses ont un peu évolué. Ayrton Senna a repris, comme par habitude, la pole position. Voici en image la grille de départ. Ayrton Senna, Alain Prost en première ligne, on prend les mêmes et on recommence. En deuxième ligne, Riccardo Patrese et Nigel Mansell sur Williams Renault. Et en troisième ligne, Piquet, allez-y. Le premier Grand Prix s'annonce passionnant. Merci Dominique. Enfin, la 16e nuit des Césars, c'était tout à l'heure en direct sur Antenne 2. La cérémonie se déroulait au Théâtre des Champs-Élysées sous la présidence de Sophia Loren, venue tout spécialement de Los Angeles, qui a reçu pour l'occasion un César d'honneur, vous la voyez, avec Jean-Loup Dabadi. Divers hommages ont été rendus durant la soirée, notamment aux grands disparus de l'année, Greta Garbo, Delphine Seyrig, Pierre Dux ou Serge Gainsbourg. Et puis 19 Césars ont été décernés par les 2500 professionnels, membres de l'Académie des Arts et Techniques du cinéma, avec un très beau palmarès pour Cyrano de Bergerac, 10 Césars, et notamment le César du meilleur second rôle attribué à Jacques Weber, et le César du meilleur acteur à Gérard Depardieu, tous deux invités de Nicole Cornu-Langlois, que nous voyons au Fouquet, Nicole. J'ai seulement Cyrano de Bergerac, je n'ai pas le duc de Guiche, il s'est perdu un peu, je pense, sur l'avenue Georges V, il ne va pas tarder. Alors Gérard Depardieu, le César, le prix d'interprétation à Cannes, tous les honneurs. Est-ce que le Berrichon, né Montchevrier, je crois, avait pensé un jour arriver à... Et première chose, interpréter Cyrano de Bergerac, c'est quelque chose d'extraordinaire, et puis ensuite tous ces honneurs. Vous savez, quand on a des amis comme Jean-Paul Rapneau, enfin, toute l'énergie de faire un César, enfin, non... Un film, pardon. Comme celui-ci, oui. Non, c'est un film uniquement. Oui. Non, je suis simplement surpris que Jacques soit pas là. Mais il va pas tarder. Non, je pense qu'il va pas tarder, mais il y avait un délai très court entre la fin du spectacle et puis de la cérémonie et puis le journal. Mais vous êtes là, c'est bien? Oui, bon. C'est bien, mais je n'ai rien à dire de plus que... Est-ce qu'on peut considérer que c'est un peu le symbole de la réunion du théâtre, du cinéma et de la télévision ce soir, ce succès? C'est un succès, comme dirait Cyrano, c'est un succès. C'est déjà pas mal. C'est énorme. Et les Oscars, on en parle? Non, on ne sait pas.
Bon, dans ce rôle, pour vous, qu'est-ce qui a été le plus fascinant dans ce rôle de Cyrano? Il ne veut pas me répondre, mais il va me répondre. Non, j'ai pas envie de vous répondre, parce que d'abord je trouve que c'est magnifique, et puis quand bon, vous me prenez comme ça sur une émotion, bon, moi je suis incapable de répondre à cette émotion. Il est évident que tout est juste, mais je suis incapable de répondre. Non, je n'ai pas à m'expliquer de ça. Je ne peux pas m'expliquer. C'est magnifique quand ça vous tombe sur la gueule. Mais c'est tout. Bon. Un Oscar, les choses, les nominations, les choses, ça aussi c'est beau. Je suis tellement fier que ce soit avec Cyrano de Bergerac et avec un verbe comme celui-là. Bon, bah, c'est tout. Je trouve que c'est tellement Oui, d'ailleurs, beau. vous avez rendu hommage à Edmond Rostand tout à l'heure. C'est tout de même quelque chose de très très important pour vous. Mais oui, bien sûr. Oui. C'est absolument incroyablement important de pouvoir dire je t'aime, de pouvoir le dire. Non, et de mourir comme Cyrano, ça aussi c'est important. Mourir, il vaut non, j'allais dire comme Cyrano, parce que la mort de Cyrano, c'est un des plus grands moments de la pièce et du film. Et tout le monde a reconnu que vous étiez particulièrement génial là-dedans. Moi, je ne suis pas un fanatique de la mort. Non, je suis un fanatique des œuvres, des choses qui restent et qui demeurent et tout ce qui peut pousser les choses. Oh, mais en fait, c'est pas intéressant ce que je raconte finalement. Qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant après Cyrano? Rien, continuer. Oui, par exemple, alors quelle est la prochaine grande œuvre que Balzac, vous avez envie Dumas, en France, plein d'autres choses ailleurs. Non, il y a plein d'autres choses, Non, mais c'est superbe d'être né avec Cyrano. D'être né avec Cyrano. Merci. Oui. Merci Nicole. Et bravo encore à Gérard Depardieu et à tous les acteurs du film. Et bien sûr, oui, Jacques Weber qui malheureusement n'a pas eu le temps de venir nous rejoindre. Et c'était, je crois, une très belle cérémonie. Merci à vous, Claire. Merci à vous, Claire. Vraiment, vous êtes très claire. Merci, Gérard. Oh, c'est drôle. C'est très drôle. Merci. Fin de cette édition. Merci de nous être fidèles. Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol. Prochain rendez-vous avec l'information demain 13h. Philippe Lefebvre, Bruno Mazur à 20h. Je vous retrouve pour l'édition de la nuit. Très bonne fin de soirée sur Antenne 2.